Vegeta est sans aucun doute l'un des meilleurs personnages, non seulement de Dragon Ball, mais aussi du manga tout entier. Il a débuté comme un antagoniste et est devenu peu à peu le rival et le partenaire de Goku. Il est devenu le second pilier de l'univers Dragon Ball. Il incarne l'orgueil, la détermination à toute épreuve et l'honneur du guerrier, mais aussi le sacrifice et l'abnégation, incarnant l'une des plus belles histoires de rédemption de la pop culture. C'est un personnage qui n'a cessé d'évoluer, de changer, de se dévoiler tout au long de son histoire. Et c'est justement cette histoire que nous allons passer en revue dans cette vidéo. Ses origines, les dates clés, les secrets de sa conception et les grands moments qui ont défini la trajectoire du personnage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ballogie, l'histoire de Vegeta. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, alors je vous conseille de vous installer confortablement et de vous prendre une petite boisson. Moi je vais me prendre un petit Holly qui fait plaisir. C'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Oui. Vous le savez, quand on passe nos journées devant un écran à monter des vidéos, écrire des scripts ou binge-watch des animés jusqu'à 2h du matin, on a souvent tendance à manger et boire n'importe comment. Le paquet de soufflés de fromage que t'éclates devant Camelot, il fait du bien. Hein, c'est sûr que ça fait plaisir. Et au bout d'un moment, tu commences un peu à le ressentir. Justement, depuis quelques temps, j'essaye de rééquilibrer un peu tout ça. Pas dans une logique de régime extrême bien sûr, hein, juste essayer d'avoir une alimentation un peu plus propre au quotidien. Et honnêtement, des trucs qui m'y aident, c'est Oli. Le concept est simple, ce sont des boissons en poudre à diluer dans l'eau, mais avec une approche beaucoup plus légère que les sodas ou les energy drinks classiques. La gamme Oli Energy par exemple, mise sur de la caféine naturelle, des vitamines, de la L-théanine pour éviter le gros crash que tu peux avoir après certaines boissons ultra sucrées. Et surtout, il y a zéro sucre. Et du coup, quand t'essayes de faire attention à ce que tu manges et de réduire les excès, ça t'aide pas mal. Dans mon cas, ça remplace beaucoup le café et les sodas pendant les sessions d'écriture ou de montage. Tu gardes toujours le côté boisson plaisir, mais sans avoir l'impression de te gaver de sucre liquide. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il développe maintenant plein de nouvelles gammes. Alors bien sûr, il y a les gammes énergie et hydratation qui sont bien connues, mais maintenant il y a même des milkshakes et des sirops. Ils proposent différentes alternatives pour différents moments de la journée. Leur gamme milkshake par exemple peut être pratique quand t'as envie d'un truc un peu plus gourmand sans forcément partir sur des desserts ultra lourds. Et les sirops permettent aussi de parfumer ton eau beaucoup plus facilement si t'as du mal à boire assez dans la journée. Et une recharge de sirop tient plusieurs litres. Je pense que le plus important, c'est de ne pas essayer d'être absolument parfait du jour au lendemain, mais de changer progressivement certaines de tes habitudes. Voilà, remplacer déjà les boissons sucrées ou nocives par une alternative plus saine sans sucre, c'est déjà un excellent point de départ qui, en bout de course, peut faire énormément de différence. Du coup, si vous voulez essayer les gammes de produits Oli, ça se passe via le lien en description et avec mon code OTAKU, vous retrouverez moins 10% de réduction sur le site. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et place à la suite du banger. Oui. Vegeta, de son nom complet Vegeta 4, est le fils du roi Vegeta 3, et il naît le 14 août de l'année 732. Ce qui est intéressant à noter dans cette révélation de son nom, c'est que nous pouvons comprendre très rapidement que la royauté de la planète Vegeta se lègue bel et bien de père en fils depuis au moins 4 générations. Donc l'arrière-grand-père de Vegeta est sûrement le roi ayant conquis la planète Plante, plusieurs générations auparavant, devenant ainsi le tout premier roi Vegeta tout simplement. Tout ça reste de la spéculation bien entendu, mais je pense que ça aide à situer un peu plus l'univers, la mythologie autour du personnage du prince Vegeta 4. Oui. À cette époque, les Saiyans travaillent déjà pour le roi Cold et participent activement à étendre son empire. Il s'agit en réalité d'une domination plus que d'un partenariat. D'ailleurs, cette année-là, le roi Cold confie les rênes de son empire à son fils Frieza, qui sera lui beaucoup plus cruel et exigeant envers les Saiyans. Au même moment, le roi Vegeta 3 découvre également la puissance du fils de Paragus qui vient de naître, Broly, qui possède une puissance largement supérieure à celle du prince, et il condamne l'enfant à l'exil sur la planète Vampa, afin qu'il ne fasse pas d'ombre à son fils, promis à un grand avenir. Vegeta doit, en tant que prince, absolument être le plus fort de tous les Saiyans. L'exil de Broly peut nous laisser supposer que ce n'est peut-être pas la première fois que le roi bannit un enfant Saiyan surpuissant pour protéger sa lignée. Qui sait combien avant Broly ont connu le même sort, la même injustice? Qui sait, peut-être que si le roi Vegeta 3 n'avait pas été aussi orgueilleux, ça aurait peut-être changé la trajectoire du peuple Saiyan tout entier. On saura jamais ça. Oui. En 735, alors que Vegeta n'a que 3 ans, la relation entre l'armée de Frieza et le peuple Saiyan commence à se dégrader. Le tyran en demande toujours plus aux guerriers de la planète Vegeta. Dans l'ombre, la puissance des Saiyans grandit doucement.
Entre-temps, naît le second fils de Bardock, Kakaroto. Alors, sur ce coup-là, des puristes vont peut-être me tomber dessus. En effet, selon toutes les chronologies officielles, Goku est censé naître en l'an 737, soit la même année que la destruction de la planète Vegeta. Sauf que dans Dragon Ball Minus, écrit par Toriyama, donc, qui a servi à inspirer le prologue du film Dragon Ball Super Broly, Jiné, la mère de Goku, nous dit que Kakaroto est dans son pod de gestation depuis 3 ans. Donc ça veut dire que Goku serait né quelque part entre l'année 734 et 735. Voilà, ça change un peu à l'âge de Goku et tout ça. Voilà, bon, c'est certainement juste une incohérence. Peut-être que le moyen de régler tout ça, c'est de dire qu'en fait, la vraie naissance, c'est quand il sort de son pod de gestation, donc en 737, et ça répare un peu tout. Voilà, c'est pas ouf, mais bon. En 737, donc, Vegeta est âgé de 5 ans et est déjà de taille à affronter et à défaire des Sabaimen, des créatures créées par un scientifique Saiyan. Sa puissance dépasse déjà celle du roi Vegeta 3 lui-même. Il grandit en étant craint, vénéré et mis sur un piédestal de fou. Donc tu m'étonnes que le gars développe un orgueil démesuré. Table, le petit frère de Vegeta qui est né seulement quelques années plus tard, et qui lui est d'ailleurs complètement indifférent, est banni par le roi Vegeta 3. Cette fois-ci parce qu'il a été jugé bien trop faible pour être un véritable héritier. On ne le reverra que des décennies plus tard, lors d'un épisode spécial intitulé Goku et ses amis sont de retour, sorti à l'occasion de l'anniversaire du Shonen Jump. Toujours en 737, alors que Vegeta est envoyé sur une planète avec Raditz, Nappa et d'autres Saiyans, la planète Vegeta est détruite par Frieza et son armée. Le Saiyan semble ne montrer alors aucun signe de compassion, ni pour son peuple, ni pour sa famille. Pendant 24 ans à partir de cet instant, Vegeta et son groupe conquièrent des planètes pour les remettre à Frieza. C'est seulement en 761, alors que Vegeta fête son 29e anniversaire, qu'une planète leur fait obstacle. Une planète que Vegeta, Nappa et Raditz ne pensent pas être capables de conquérir à seulement 3 Saiyans. Raditz décide alors d'aller récupérer son petit frère Kakaroto sur Terre, afin que le groupe puisse gagner en puissance. C'est quelques jours plus tard que Vegeta apprend la mort de Raditz des mains de Piccolo. Cet élément d'intrigue va rester une énigme éternelle. Quelle était cette planète ? Pourquoi ils ont choisi d'aller chercher Kakaroto plutôt que de demander de l'aide à Kiwi ou à un autre soldat de Freezer? Ça, on ne saura jamais. L'explication la plus probable, c'est qu'au moment où Akira Toriyama a créé les Saiyans, il n'avait pas anticipé qu'il allait devoir créer tout ce qui touche à Freezer à ce moment-là. Voilà. Avant de mourir, Raditz a transmis les données de son scooter à ses compatriotes. Ils ont entendu l'assassin de Raditz parler de boules magiques qui exaucent tous les vœux. Les deux guerriers se mettent alors en route vers la Terre. Dans l'animé des années 90, Nappa et lui font une petite escale sur la planète Aeria pour se dégourdir les jambes. Ils font semblant de se faire capturer, puis massacrent tout le monde. Et pour finir, Vegeta détruit simplement la planète. D'ailleurs, à l'époque, Vegeta avait des couleurs très différentes. Ses cheveux étaient roux et son armure était verte et orange dégueu. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, l'adaptation animée allait très vite par rapport au manga, et à l'époque, Toriyama n'avait pas eu le temps de fournir des références pour la colorisation de Vegeta. Mais entre-temps, une fois que les personnages dans l'animé sont arrivés sur Terre, tout ça avait été corrigé. Eh oui. En l'an 762, le 3 novembre vers 11h40, les deux guerriers atterrissent dans la capitale de l'Est. Nappa détruit la ville d'un simple mouvement de doigt. Ce geste est un avertissement pour les terriens, mais aussi pour les guerriers qui se sont opposés à Raditz. Ils sont pas venus pour déconner. L'objectif de Vegeta est alors de réunir les Dragon Ball afin d'obtenir l'immortalité et de pouvoir vaincre Frieza de ses propres mains. Alors ça, c'est ce que la plupart des fans supposent rétroactivement. En vérité, à ce moment-là du manga, le but de Vegeta, c'est simplement de devenir immortel pour pouvoir se battre éternellement. Vers 12h20, les deux Saiyans arrivent à la rencontre de Piccolo, Gohan et Krillin. Au cours d'une brève discussion, Vegeta révèle à Piccolo qu'il est un Namek et devine qu'il a sûrement fabriqué les Dragon Ball. À la suite de quoi, il ordonne à Nappa de retirer son scooter, car il sait que les terriens sont capables d'augmenter leur puissance à volonté. Se fier aux chiffres serait répéter l'erreur de Raditz. Curieux de tester le niveau des terriens, Vegeta propose à Nappa d'utiliser plutôt les Sabaimen qu'il leur reste, et ils sont rejoints par Ten Shinhan et Yamcha. La bataille pour la Terre s'engage. Pendant que les Sabaimen puis Nappa affrontent les héros terriens, Vegeta se contente de regarder.
jugeant la puissance des terriens trop ridicule pour qu'il daigne se salir les mains. Son ton moqueur s'efface soudain. Il détecte une grande puissance qui approche, d'un niveau supérieur à 5000 unités. Surpris, il ordonne à Nappa d'achever ce qui reste des terriens avant qu'il ne soit dépassé par l'arrivée de cette nouvelle menace. Mis en difficulté par Piccolo et Gohan, Nappa ne se retient plus et tente de vaporiser le fils de Goku. Piccolo fait barrage de son corps pour le protéger et perd la vie. Au dernier moment, Gohan est sauvé par Kakaroto, aka Son Goku, qui est enfin arrivé. En découvrant les cadavres de ses amis, Goku laisse exploser sa colère et fait monter sa puissance à plus de 8000 unités, et entame alors son duel face à Nappa. Le colosse se fait humilier par la puissance et l'agilité de Goku, et manque de devenir fou de rage avant de se faire rappeler à l'ordre par Vegeta. Mais il a beau se ressaisir, il échoue totalement face à son adversaire, si bien que le prince des Saiyans lui ordonne de se retirer et de lui passer la main. Nappa s'exécute sur le champ, mais avant de tirer sa révérence, il se précipite sur Gohan et Krillin pour les achever. C'est alors que Goku utilise le Kaioken pour le terrasser, puis dépose sa carcasse agonisante au pied du prince des Saiyans. Le guerrier implore son camarade de lui venir en aide. Suite à quoi, sans aucune forme de pitié, Vegeta lance Nappa en l'air et le désintègre en une seule attaque. Vegeta vient de tuer son binôme, celui-là même qui l'accompagne depuis l'enfance sans aucune hésitation parce qu'il le considérait inutile. Alors, il est évident que cette scène est là avant tout pour nous montrer la cruauté et le sadisme de Vegeta, pour nous rappeler à tous que le vrai boss de cet arc, c'est lui. Mais rétrospectivement, une fois qu'on connaît toute l'histoire de Vegeta jusqu'à la fin du manga, tuer Nappa sur un coup de tête, c'était le move le plus débile qu'il ait jamais fait. Imagine, t'es le prince d'un peuple en voie d'extinction et tu butes ton camarade qui t'a suivi depuis ton enfance, qui est fort en plus, comme ça parce qu'il t'a saoulé. C'est complètement stupide. Voilà, pour le coup, preuve, encore une fois s'il en fallait une, que Toriyama écrivait un peu au jour le jour ces histoires. Oui. C'est ainsi que débute son duel face à Goku, qui est sans doute le plus important de la vie de Vegeta. Un duel qui oppose deux idéologies, deux visions du monde totalement différentes. Goku représente la progression par le dépassement de soi, la bienveillance et le plaisir du combat. A l'inverse, Vegeta incarne l'orgueil, la domination et la quête de puissance motivée par la peur et le besoin de reconnaissance. Là où Goku combat pour se surpasser, Vegeta combat pour prouver qu'il est le meilleur, car toute son identité repose sur son statut de prince et sur la supériorité supposée des Saiyans. L'élite arrogante rencontre le raté déterminé. Le talent inné rencontre le travail acharné. Chacun combat ce qu'il aurait pu être. Le duel commence. Vegeta domine Goku, le surpassant en force et en vitesse. Il l'oblige à utiliser le Kaioken double, mais malgré ça, le prince des Saiyans conserve l'avantage. Puis il décide de dévoiler sa véritable puissance et de se battre sérieusement, et domine encore plus largement Goku, l'obligeant à ignorer les avertissements de Kaio et de tenter le triple Kaioken, s'exposant à un contre-coup terrible. Et cette fois, c'est Vegeta qui ramasse. Il se retrouve momentanément dépassé en vitesse et en force par Goku. Il se retrouve presque impuissant à subir les assauts répétés de son adversaire. Il est sauvé parce que Goku ressent très vite les contre-coups de sa technique. Plus que son corps, c'est son ego qui est brisé. Lui, le prince des Saiyans, l'élite de l'élite, est en train de se faire dominer par un guerrier de classe inférieure. Cette pensée lui est insupportable et il perd tout discernement. Dans un accès de rage, il s'apprête à détruire tout simplement la Terre. Bon, a priori, on sait qu'il ne peut pas survivre à ce genre d'explosion et qu'il ne peut pas survivre non plus dans le vide spatial. Donc là, on est clairement face à un énorme rage kit. Voilà, si je peux pas gagner, personne gagne. Ah, c'est un rageux Vegeta, oui. Heureusement pour la Terre, Goku parvient à repousser le gigantesque Gallic Gun de Vegeta grâce à un énorme Kamehameha boosté au quadruple Kaioken. Vegeta est très sérieusement blessé par l'attaque, mais survit. Il reprend ses esprits et décide d'utiliser son dernier atout, sa transformation en Ozaru. Piccolo ayant détruit la Lune en prévision de l'arrivée des Saiyans, Vegeta est contraint d'utiliser une technique secrète réservée à l'élite, utiliser son énergie pour créer une lune artificielle et déclencher la transformation. Goku est totalement dépassé par la puissance du monstre qui est devenu Vegeta. Et alors qu'il tient son ennemi à sa merci, son fils Gohan implore pour la vie de son père. Mais le prince n'est pas dupe et évite facilement l'attaque surprise du second terrien. Vegeta se gauze de leur impuissance et savoure avec cruauté sa victoire totale. Soudain, une douleur.
sa queue vient d'être tranchée par un troisième humain qu'il n'avait pas détecté. Redevenu normal, il n'en reste pas moins bien plus fort que ses adversaires. Il rencontre étonnamment une certaine résistance de la part du fils de Goku, qui profite de son état diminué. Soudain, le second terrien lui envoie une boule d'énergie, qu'il esquive de justesse, mais la boule est déviée par le fils de Goku et vient le frapper de plein fouet. La douleur causée par l'attaque est indescriptible. Il survit pourtant une nouvelle fois, même si cette fois-ci il est au bord de l'évanouissement. La queue de Gohan ayant repoussé, il s'empresse de lui porter le coup de grâce. Il est interrompu par Yajirobe, qui lui porte un coup de sabre dans le dos, le poussant un peu plus aux portes de la mort. Il se débarrasse de cette nuisance, mais trop tard. Gohan se change en Ozaru à son tour. Dans son état, Vegeta n'échappe que de justesse à l'assaut du singe. Il parvient par un coup désespéré à lui trancher la queue. Malheureusement pour lui, il est écrasé par le corps massif de la bête en pleine détransformation. Cette fois à l'agonie, Vegeta use de ses dernières forces pour faire une chose qu'il pensait impossible, appeler son vaisseau pour battre en retraite. Alors qu'il est sur le point de monter à bord, Krillin s'apprête à l'achever d'un coup de katana. Mais pour une raison qu'il ignore, le terrien décide de l'épargner et de lui permettre de s'échapper. Il leur promet alors de revenir se venger avant de décoller vers le vide spatial. Son arrogance finale ne parvient pas à cacher les faits. Le prince des Saiyans a été vaincu par la volonté des terriens. C'est cette défaite qui va changer la trajectoire de sa vie. Et c'est ainsi que se termine le premier arc dans lequel apparaît Vegeta pour la première fois dans le manga. L'intention autour du personnage est claire. À ce moment-là, Vegeta c'est le méchant ultime. Cruel, sadique, impitoyable. On ne sent pas une once de bonté en lui. Le personnage a zéro nuance. Il est mauvais pour la beauté du geste. Comme souvent d'ailleurs avec les antagonistes de Dragon Ball. Pourtant, à ce moment, seul Goku semble avoir pressenti la possibilité que Vegeta puisse changer. Bon, encore une fois, ça c'est ce que tout le monde se dit rétrospectivement, mais encore une fois, c'était pas du tout le plan de Toriyama à la base. Dans une interview, Toriyama a révélé qu'à la base, son plan initial concernant Vegeta, c'était d'en faire un personnage one-shot. Il aurait dû mourir à la fin de l'arc Saiyan. Sauf que devant le succès qu'a rencontré le personnage et quand il a vu à quel point il était apprécié, il a décidé de le garder et de créer Frieza en grand méchant à la place. De base, dès la conception, il a tout fait pour que tout le monde le déteste. Ce personnage lui a même donné cette coupe de cheveux chelou exprès pour que personne le trouve stylé. Autant dire que c'est un échec monumental. Cette coupe de cheveux est devenue totalement iconique. Je voudrais pas avoir la même, mais c'est quand même un peu stylé. Oui. La question à se poser, c'est pourquoi Vegeta a à tel point marqué les esprits dans l'arc Saiyan? La réponse est simple, parce que Vegeta est cool. Il est méchant, il vanne ses adversaires, il se transforme en gorille géant, il bute ses alliés sur un coup de tête. Tu sais jamais ce qu'il va faire, mais tu sais à coup sûr que ça va être divertissant. Mais tout ça, ce n'était que le début. Ouais. 18 jours plus tard, le 21 novembre de l'année 762, Vegeta atterrit en catastrophe sur la planète Freezer numéro 79 et est rapidement conduit en salle de régénération. Il sort de sa stase après quelques jours de soins et s'empresse de mettre sa nouvelle armure en délaissant le scooter proposé par le docteur. Il n'en a plus besoin. Il est maintenant capable, comme les terriens, de sentir le ki par lui-même. Preuve supplémentaire de la détermination du gars. Le mec, il est à moitié dans le coltard, à moitié mort, mais il pense quand même à s'exercer, à s'entraîner. Ça, c'est un mec déter, oui. Alors que Vegeta hésite entre retourner sur Terre pour se venger ou partir d'abord sur Namek, il croise sur son chemin Kiwi, un autre soldat d'élite de Frieza et aussi son rival. D'ailleurs, en parlant de Kiwi, vous avez goûté le matcha Only parfum Apple Kiwi? Il est bien bon, oui. Kiwi est clairement venu pour provoquer Vegeta sur la branlée qu'il a prise sur Terre, mais pas seulement. Il lui dit que le seigneur Frieza n'était pas très content des initiatives du groupe de Vegeta, sans demander la permission. Mais qu'il avait été magnanime, car grâce à eux, il avait obtenu de précieuses informations qui allaient lui permettre d'obtenir l'immortalité. Vegeta est sous le choc. Frieza est parti pour Namek, pour s'emparer des Dragon Ball avant lui. Vegeta se précipite dans une navette, fou de rage, et part en direction de Namek, bien décidé à s'opposer à Frieza. Il préfère tout risquer en s'opposant au tyran plutôt que de rester son esclave éternellement. Et c'est intéressant parce qu'à partir de là, Toriyama apporte une nuance au personnage de Vegeta, ou en tout cas nous en dit un petit peu plus sur ses motivations réelles. Il n'est plus juste un méchant classique, presque caricatural, qui est très méchant et qui veut l'immortalité pour devenir encore plus méchant et flatter son ego.
Non, c'est pas juste ça, c'est aussi un personnage qui cherche à devenir libre. Le 18 décembre, 5 jours plus tard, il atterrit enfin sur Namek. Il est rapidement détecté par Zabon et Doria, qui informent Frieza. Il est rapidement rejoint par Kiwi, qui était à sa poursuite, sous ordre de l'empereur. Il est chargé de l'éliminer, car il est à présent considéré comme un traître. L'occasion pour les deux rivaux de régler de vieux comptes. En scannant la puissance de Vegeta, Kiwi se montre confiant, car il constate que la puissance de ce dernier, qui était d'ordinaire équivalente à la sienne, aux alentours de 18 000 unités, a drastiquement baissé depuis son retour de la Terre. Vegeta sourit calmement, puis lui dit de bien surveiller le chiffre de son scooter. 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. Kiwi n'en croit pas ses yeux, tandis que son scooter explose, surchauffant devant la montée vertigineuse des chiffres. Le prince des Saiyans lui explique que pendant que Kiwi faisait de la lèche à Frieza, lui était sur le terrain, sur le champ de bataille, et il a même frôlé la mort sur Terre, ce qui lui a permis de gagner grandement en puissance. Terrifié, Kiwi implore Vegeta de ne pas le combattre. Il propose même de l'aider dans sa rébellion contre Frieza, avant de tenter une attaque sournoise que le Saiyan évite très facilement. Désespéré, Kiwi prend la fuite avant de se faire abattre comme de rien par Vegeta. Tout a été suivi par Zabon et Doria. Il a envoyé un message très clair. Il peut être une vraie menace, un vrai danger pour les plans de Frieza. Là, ça devient très cool parce qu'on passe d'un personnage qu'on voulait voir perdre à un personnage qu'on soutient et qu'on veut voir gagner. Non, c'est balèze, la transition est balèze, elle s'est fait comme ça, on le voit pas venir, c'est très fort, oui. Vegeta met au point un plan d'action. Il va se mettre en quête d'une Dragon Ball, la cacher, attendre que Frieza trouve les 6 autres, puis il ira les lui voler. Un plan simple en théorie, mais pas évident à mettre en place dans la réalité. Rapidement, Vegeta voit une opportunité. En effet, il remarque que Doria, pour une raison inconnue, s'est éloigné de Zabon et de Frieza. Il profite alors de son isolement pour s'en prendre à lui. Doria tente d'intimider Vegeta en lui ordonnant de lui laisser son scooter, tous ceux des hommes de Frieza ayant été détruits par un Namek un peu plus tôt. Vegeta le nargue en piétinant lui-même son détecteur, lui révélant qu'il n'en avait plus besoin depuis son séjour sur Terre. Là, la réaction de Doria intrigue Vegeta. Les deux nabos que je poursuivais, c'était des terriens? Tu t'es allié à eux, c'est ça? Sachant que la technologie terrienne n'est pas assez avancée pour voyager jusque Namek, Vegeta passe rapidement à autre chose et provoque Doria. Il l'accuse d'essayer de gagner du temps parce qu'il a peur de l'affronter depuis qu'il a assisté à son combat contre Kiwi. Fou de rage, Doria bombarde Vegeta, en vain. Le prince des Saiyans le soumet facilement. Il lui révèle alors la nature du pouvoir des Saiyans, celle de devenir plus fort après chaque combat, et encore plus après avoir frôlé la mort. Acculé, Doria dit à Vegeta que s'il l'épargne, il lui révélera un secret sur la destruction de la planète Vegeta. Intrigué, il relâche son emprise. Vegeta apprend alors la terrible vérité. Sa planète natale n'a pas été détruite par un météore, elle a été détruite par Frieza lui-même, car il avait peur que le nombre de Saiyans, de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants, finisse par devenir une menace pour lui et son empire. Il a toutefois attendu que Vegeta soit loin pour pouvoir continuer à se servir de lui. Doria pensait que Vegeta serait sous le choc et déstabilisé par cette révélation fracassante. Il n'en est rien. Vegeta se fiche de sa planète, se fiche de son peuple, de ses parents. En revanche, savoir que depuis son enfance, il n'était que le jouet de Frieza l'enrage particulièrement. C'est alors qu'il pulvérise en un coup un Doria terrorisé et appelant Frieza au secours. La révélation l'a non seulement enragé, mais l'a surtout galvanisé. Il sait à présent que Frieza craint le potentiel infini des Saiyans. Et une ancienne légende commence à lui revenir en tête. Encore une fois, un passage très important dans la caractérisation du personnage de Vegeta. Il n'est plus juste un vilain, il est un personnage, une victime en quête de justice. On se met à avoir de l'empathie pour lui à tel point qu'on en oublierait presque qu'il s'agit d'un méchant. Mais ne vous inquiétez pas, Toriyama va très vite nous le rappeler. Oui. Vegeta trouve rapidement un village Namek, encore intact et plein de vie. Il se présente au chef et demande à avoir le Dragon Ball. Évidemment, le chef refuse, et le massacre commence. Après avoir fouillé les ruines du village, il met la main sur la Dragon Ball à 4 étoiles. Impossible de ne pas y voir une référence à la relation qu'entretient Goku avec la Dragon Ball de la Terre à 4 étoiles. Voilà, c'est fait exprès, je suis sûr. Là où la boule sous Shenron dans les mains de Goku représente un peu sa bonté, son humanité, sa pureté, dans les mains de Vegeta, ça représente son ambition, son orgueil, sa malfaisance. Vegeta planque la boule au fond du lac à côté du village, puis part en quête d'une seconde boule. Soudain, il détecte 2 puissances inconnues qui se déplacent au loin. Intrigué, il se dirige vers elle à grande vitesse.
Mais il détecte une autre présence, familière cette fois. C'est Zabon, l'autre bras droit de Frieza qui se déplace seul. L'occasion pour le Saiyan de réduire encore plus les forces de l'ennemi. Et c'est avec un large sourire qu'il lui annonce avoir vaincu Doria. Zabon tente en vain de raisonner Vegeta et de comprendre ses motivations. Il lui explique que même s'il atteint l'immortalité, il ne pourra rien tant la puissance de Frieza est gigantesque. Malgré tout, Vegeta reste extrêmement confiant et entame le combat. Zabon résiste à peine mieux que Doria, mais une chose est étrange. À aucun moment, il ne semble effrayé par Vegeta. Il se fait malgré tout pas mal malmené face à un Vegeta particulièrement retors et arrogant. Hélas, Vegeta va rapidement déchanter face à la transformation monstrueuse de Zabon. Alors qu'il est totalement dominé par Zabon, ce dernier lui fait une révélation afin de lui miner le moral encore plus. Frieza aussi peut se transformer. Et contrairement à la révélation de Doria, cette fois c'est efficace. Vegeta est sous le choc. Zabon en profite alors pour asséder une attaque dévastatrice à son adversaire, le plongeant inerte au fond d'un lac et le laissant pour mort. Quelques instants après le départ de Zabon, Vegeta émerge de l'eau, vaincu mais déterminé à devenir encore plus fort. Malheureusement pour lui, Zabon revient et l'emmène cette fois jusqu'au vaisseau de Frieza. Il est conduit à nouveau dans un caisson de régénération. D'ailleurs, pour l'anecdote, les cuves de régénération qu'on peut voir dans le vaisseau de Freezer sont grandement inspirées des cuves à Bacta qui existent dans l'univers Star Wars. Voilà, tu veux de l'anecdote? Je te donne de l'anecdote, oui. Après ce qui semble être quelques heures, il reprend conscience et fait exploser directement une partie du vaisseau, faisant croire à Frieza et Zabon qu'il s'est échappé. Il se cache en réalité pour s'emparer des Dragon Ball. Il les débusque rapidement et met au point un plan de sortie pour les dérober. Il attire à nouveau Zabon et Frieza à l'intérieur et en profite pour balancer les 5 boules au loin. Puis il s'enfuit à la nage pendant qu'il quadrille le ciel. Il retrouve les boules au loin, laissant Frieza et Zabon incapables de le retrouver sans scooter. Là, il vient clairement de faire une masterclass. Je veux dire, là, on n'est pas sur Goku le teubé qui comprend rien à rien. Vegeta, c'est un mastermind. Là, le boulot qu'il vient de faire à Freezer et Zabon, là, mais incroyable. Mais comment on peut imaginer que ce personnage va pas devenir un des meilleurs du manga? En fait, je ne comprends pas le délire. C'était évident qu'on allait le kiffer, ce mec. Il fait des choses incroyables. C'est son arc, clairement. Vegeta a à peine le temps de savourer sa victoire qu'il détecte une grande puissance qui passe tout près de lui. Il n'en revient pas. C'est le terrien chauve, et beaucoup plus puissant que sur Terre en plus. Et ce n'est pas tout, il a la dernière Dragon Ball en main. Vegeta n'hésite pas une seconde et se lance à sa poursuite. Sans déconner, l'arc Namek, il est palpitant de fou en vrai. J'adore. Vegeta suit Krillin jusqu'à son QG. Ils sont rapidement rejoints par Zabon qui les a aussi repérés. Cette fois, l'homme de Frieza ne perd pas de temps et entame le duel avec Vegeta directement sous sa forme monstrueuse, avec l'intention cette fois de finir le combat rapidement. Monumentale erreur de la part de Zabon, qui a oublié le Zenkai Boost, dont a bénéficié Vegeta, qui est non seulement plus fort, mais aussi plus malin. Il prend rapidement l'ascendant sur Zabon et le transperce de son poing. À l'agonie, Zabon implore Vegeta, lui dit qu'il n'a rien contre lui, qu'il ne fait que suivre les ordres, et qu'il peut même l'aider à vaincre Frieza. Heureusement, Vegeta l'ignore, et lui dit qu'il va lui faire payer les années d'humiliation qu'il lui a fait subir, et lui explose le bide salement, laissant sa dépouille couler au fond de l'eau. C'est marrant de voir que tous ceux que Vegeta tue dans cet arc, hormis les Namek, cela va de soi, sont des êtres pires que lui. Alors attention, ce sont tous des tueurs sanguinaires, mais il y a une différence quand même. Vegeta se distingue sur un point. Jamais Vegeta n'implore qui que ce soit pour sa vie. Alors que ses adversaires, à l'instant où ils ont plus le dessus, ça devient des lâches, des pleutres, des pleurnicheurs, des fuyards. Vegeta, tout méchant qu'il est, contrairement à ses ennemis, il a de l'honneur. Encore une fois, je n'en reviens pas que Toriyama s'est dit qu'on n'allait pas kiffer ce perso en fait. Je comprends pas. Après s'être débarrassé de Zabon, Vegeta, de bonne humeur, accepte d'épargner Krillin et Bulma en échange de la boule à une étoile. Persuadé d'être en possession des 7, il s'empresse d'aller récupérer la boule qu'il avait cachée dans un lac. Sur le chemin, il ressent à nouveau une grande puissance qui disparaît aussitôt. Il n'est pas dupe. Il le sait, quelqu'un se cache. Il menace de tout détruire à 1 km à la ronde si la personne ne se montre pas. Soudain, le fils de Kakaroto se dévoile. Vegeta l'interroge, d'abord sur l'objet qu'il tient en main. Gohan dit que c'est sa montre. Puis il veut savoir si Kakaroto est sur Namek également. Visiblement non. Il caresse tendrement la joue de Gohan en lui disant qu'ils sont les 3 derniers Saiyans, et lui demande de transmettre un message à son père lorsqu'il rentrera sur Terre.
puis il fout un violent coup de genou dans le bide à Gohan en lui disant qu'il reviendra bientôt sur Terre pour tous les anéantir, avant de repartir triomphant. Il plonge dans le lac à la recherche de la dernière boule. Après plusieurs minutes de recherche infructueuse, il doit se rendre à l'évidence. Le fils de Kakaroto l'a roulé dans la farine, et c'est fou de rage qu'ils foncent en direction de leur QG, en promettant cette fois-ci de les exterminer sur place. Personne. Les terriens ont pris la poudre d'escampette, et comme ils sont capables de masquer totalement leur aura, Vegeta est incapable de les retrouver. Oui, je viens de sortir l'expression poudre d'escampette. Et alors ? Le prince des Saiyans n'a pas le choix, patienter en montant la garde près de ses Dragon Ball et attendre que les terriens dévoilent leur puissance pour les intercepter, ou bien qu'ils viennent tenter de lui voler ses boules. Au bout de 4 jours, le 24 décembre, sa patience porte ses fruits. Il détecte au loin les auras de Gohan et de Krillin, et se précipite dans leur direction en prenant soin d'emporter une boule avec lui, au cas où Bulma viendrait lui prendre le reste. Il les rattrape en quelques instants. Krillin lui barre la route, tandis que Gohan fonce vers le sommet d'une montagne. Vegeta s'y rend également et découvre une étrange bâtisse. Là, un Namek guerrier lui barre la route. Il s'apprête à l'affronter quand tout d'un coup il ressent l'aura de Kakaroto. Il est surpris lorsqu'il découvre qu'il s'agit en fait de Gohan, et que sa puissance a radicalement augmenté d'un coup. Mais même pas le temps de comprendre quoi que ce soit, que d'autres puissances encore plus grandes s'approchent de Namek. 1, 2, 3, 4, 5, aucun doute pour Vegeta. Le commando Ginyu a été appelé sur Namek. Pour la première fois de l'arc, Vegeta semble réellement effrayé, à tel point qu'il promet aux terriens de les laisser tranquilles s'ils lui rendent sa boule. Devant le scepticisme des terriens, il leur explique qui sont le commando Ginyu, 5 guerriers d'élite à minima aussi forts que Vegeta, équipés de scooters dernière génération qui les détecteront même s'ils cachent leur aura. S'ils ne se dépêchent pas de réunir les Dragon Ball pour lui donner l'immortalité, ce sera la fin. Les terriens acceptent et ils foncent ensemble au max de leur vitesse pour récupérer la Dragon Ball. Malheureusement, au dernier moment, ils sont rattrapés par le commando Ginyu. Heureusement pour eux, le commando prend la mission à la rigolade et au lieu de terrasser directement Vegeta et ses alliés, il préfère s'amuser en choisissant qui va affronter qui au Janken. Après plusieurs rounds endiablés, le sort en est jeté. Rikom s'occupera de Vegeta tandis que Guldo affrontera Krillin et Gohan. C'est d'ailleurs ce premier combat qui commence. Guldo, malgré sa capacité à arrêter le temps, est rapidement mis en difficulté par les deux terriens. Il utilise donc sa meilleure technique, une technique d'immobilisation, et s'apprête à les empaler avec un tronc d'arbre. C'était sans compter sur Vegeta, qui profite de son inattention pour lui trancher la tête d'un coup net. Et oui, parce que Vegeta, lui, il n'est pas venu pour déconner, il n'a pas le temps de faire genre on fait un tournoi, non, il a l'opportunité de te descendre, il te fume, point, il n'y a pas de ralentir comme disent les jeunes. On verra que plus tard dans son histoire, il aura tendance à faire tout l'inverse. On y reviendra. C'est aussi assez dingue comment la transition d'ennemi à allié s'est faite naturellement en l'espace de quelques planches. On n'a rien vu venir, on l'a même pas senti, ça s'est fait et ça se fait naturellement. Cet arc Namek est incroyable de bout en bout. En vrai, c'est palpitant, c'est fou. Pas le temps de souffler, c'est au tour de Rikom d'entrer en lice. Vegeta se donne à fond dès le début. Grosse patate, coup de genou, projection et bam, méga Final Flash plus bombardement de ki. Il est là pour abattre l'ennemi, il donne tout, il lui met tarif. Et pourtant, Rikom émerge des gravats quasiment intact. Le combat reprend, cette fois c'est le colosse qui attaque. Vegeta se défend plutôt bien, mais est malgré tout dominé. Krillin et Gohan tentent de lui venir en aide, mais ils ne font que retarder l'inévitable. Rikom les balaye et s'amuse même avec le fils de Goku avant de lui briser la nuque. Au loin, un vaisseau se pose sur Namek. Une poignée de secondes plus tard, Kakaroto apparaît. Il donne un sans-yeux à son fils, un à Krillin et même un à Vegeta. Le prince est étonné par le calme olympien de son compatriote, alors qu'il est entouré d'ennemis surpuissants. Soudain, une pensée le frappe. Et si Kakaroto était devenu le légendaire Super Saiyan? Ce guerrier qui, selon le folklore Saiyan, n'apparaîtrait qu'une fois tous les 1000 ans. Ce n'est pas possible. En tant que prince des Saiyans, il devrait être le seul capable d'atteindre ce stade. Mais il est forcé de se rendre à l'évidence lorsqu'il voit Kakaroto abattre Rikom en un seul coup. C'est encore pire quand il le voit s'amuser en affrontant Jis et Barta en même temps. Kakaroto a atteint un niveau jamais atteint par un Saiyan jusqu'ici. Un niveau bien supérieur à celui de Vegeta. Comment est-ce possible? Quel type d'entraînement a-t-il suivi? Lui qui pourtant n'est qu'un Saiyan de rang inférieur. Vegeta est partagé entre l'admiration et la jalousie. Mais on sent quand même qu'il a envie d'y croire, que Goku soit vraiment le Super Saiyan.
Il est un peu fier de voir un Saiyan leur foutre une branlée comme ça. Voilà. Tu sens que la relation entre Goku et Vegeta évolue discrètement. Hein, ça passe du mépris au respect. Doucement, mais ça vient. Kakaroto défait Barta et intime à Jis de ramasser ses potes et de quitter Namek sur le champ. Vegeta ne l'entend pas de cette oreille et brise la nuque de Barta et fait exploser Ricom. Il est exaspéré par la naïveté de Kakaroto. Ça rassure un peu son ego. Pas moyen qu'un Adardé pareil, aussi candide, puisse être le Super Saiyan. Mais pas le temps de deviser. Il faut reprendre les Dragon Ball à Frieza avant qu'il puisse exaucer son vœu. Seulement voilà, Jis est revenu avec le capitaine Ginyu, qui est d'un tout autre niveau. Krillin et Gohan partent en quête des Dragon Ball, tandis que Vegeta reste avec Goku combattre Ginyu et Jis. L'image est dingue, Goku et Vegeta, les anciens rivaux, les anciens ennemis qui font front ensemble pour se battre pour la première fois contre un ennemi commun. Ah, on n'était pas prêt pour voir ça. Mais en fait, ben non, parce que Vegeta il décide d'abandonner Goku sur place et de le laisser se démerder avec Ginyu et Jis, et lui il part chercher les Dragon Ball. Voilà. Mais c'est ça Vegeta, on sait jamais ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il est génial ce perso. Oui, c'est le divertissement permanent. Vegeta arrive au vaisseau de Frieza en premier. Les Terriens ont sans doute dû faire un détour pour récupérer leur détecteur. Il en profite pour fouiller le vaisseau et mettre un vieux modèle d'armure pour remplacer la sienne, qui est en lambeaux. Il sent les Terriens arriver et dissimule sa présence. Et observe tandis que les Terriens rassemblent les boules et tentent d'invoquer Shenron. Mais rien ne se passe. Deux autres présences approchent. Étonnamment, il s'agit de Jis, accompagné par Kakaroto, portant un scooter. Il semblerait que Ginyu ait volé le corps de Kakaroto via une technique étrange. Vegeta l'observe se battre avec les Terriens, puis décide de s'occuper de Jis. Il apparaît confiant, il dit que lui aussi a dépassé les limites habituelles des Saiyans, et vu qu'il n'est pas naïf comme Kakaroto, lui, il pourra devenir un vrai Super Saiyan. Puis il explose Jis en deux coups avant de s'occuper de Ginyu dans le corps de Kakaroto. Ginyu est diminué, incapable de déployer la pleine puissance du corps de Goku. Il se fait donc surclasser par Gohan et Krillin, et bien évidemment par le prince des Saiyans. Sur le point d'être achevé, Ginyu tente un échange de corps avec Vegeta, mais au dernier moment, Kakaroto, dans le corps de Ginyu, s'interpose. Chacun retourne assis dans son propre corps. Ce qui n'empêche pas Ginyu de retenter le coup quelques secondes plus tard. Seulement cette fois, Kakaroto lance une grenouille pour l'intercepter. Le fier capitaine Ginyu est à présent condamné dans le corps d'une vulgaire grenouille. Après quoi, Vegeta conduit Kakaroto dans une cuve à Bacta et lui dit qu'il sera soigné dans moins d'une heure. Il en profite aussi pour donner des armures à Krillin et Gohan. Krillin décide ensuite de partir seul voir le grand chef Namek afin qu'il lui révèle comment faire fonctionner les Dragon Ball. Pendant ce temps, Vegeta tape une petite sieste. Bon, je comprends que le gars soit fatigué, mais là quand même... L'aura menaçante de Frieza qui approche le réveille. Il fait nuit pour la première fois depuis qu'il est arrivé sur cette planète. Dans le ciel, un immense dragon. Il réalise avec effroi que les Terriens l'ont doublé et sont en train d'utiliser les Dragon Ball. Il débarque près des Terriens, qui sont accompagnés d'un petit Namek, prêt à les massacrer. Gohan le rassure en lui disant qu'il lui reste un vœu. Vegeta est soulagé. Il va enfin pouvoir devenir immortel. Le jeune Namek s'apprête à effectuer le vœu dans sa langue maternelle, quand soudain, le dragon disparaît. Les Dragon Ball deviennent de simples pierres. Par malheur, le grand chef Namek vient de rendre son dernier souffle. Un malheur n'arrive jamais seul, Frieza vient également d'arriver. Empli d'une rage froide, son vœu à lui aussi vient de s'envoler. Le tyran laisse exploser sa puissance colossale. Le Saiyan tâche de faire bonne figure, mais il le sait. Ils sont dans la merde et pas qu'un peu. Frieza s'emporte en entendant le mot Super Saiyan et lance l'assaut. Vegeta bloque son poing, puis l'autre. Il parvient à résister. Sa puissance augmente tellement que même le scooter dernier cri du tyran explose. Pris de confiance, Vegeta somme à Frieza de se transformer tout de suite. C'était pas une bonne idée. Frieza se change en véritable colosse. Sa puissance dépasse à présent largement le million d'unités. Vegeta reste en quasi-état de sidération, tandis que Frieza encorne Krillin et jette son corps à la mer. Puis Vegeta assiste à quelque chose de surprenant. Le fils de Kakaroto entre dans une colère noire et parvient à atteindre Frieza et à le faire valdinguer. Gohan, sur le point de se faire écraser la tête par Frieza, est sauvé in extremis par une pluie de Kienzan lancée par Krillin, qui est miraculeusement rétabli. Krillin parvient en aveuglant le monstre à créer une ouverture pour Vegeta. Cependant, l'attention du Saiyan est ailleurs. Il découvre que le petit Namek est capable de soigner les gens grâce à un pouvoir. Une idée commence à germer dans son esprit, mais pas le temps d'y réfléchir. Sorti de nulle part, le guerrier Namek, camarade de Kakaroto, vient d'apparaître. Et il défie Frieza. Sa présence est sans doute due aux deux vœux formulés par les Terriens plus tôt. Vegeta est une nouvelle fois abasourdi.
Le Namek Piccolo, qui était si faible sur Terre et qui avait péri face à Nappa, est soudain capable d'affronter Frieza, l'être le plus fort de la galaxie, d'égal à égal, le surpassant même. Hélas, Frieza fait une révélation qui change tout. Il lui reste encore 2 transformations supplémentaires, chacune d'elles augmentant davantage sa puissance. Et le tyran n'a pas menti, sa 3e forme est encore plus monstrueuse, que ce soit en termes de physique que de puissance. Cette fois-ci, c'est au tour du Namek de se faire laminer. Le fils de Kakaroto lui vient en aide avec une attaque surpuissante, mais rien n'y fait. Courroucé par ses adversaires, Frieza annonce qu'il va leur montrer sa dernière forme. Vegeta n'a plus le temps, il faut qu'il gagne en puissance rapidement grâce au Zenkai Boost. Il convainc Krillin de lui porter un coup fatal. Si le petit Namek le soigne juste après, il sera en mesure de devenir un vrai Super Saiyan. Problème, le petit Namek refuse catégoriquement de soigner quelqu'un qui a le sang de son peuple sur ses mains. Heureusement pour lui, les autres terriens sont parvenus à convaincre Dende de le soigner quand même. Frieza dévoile sa forme finale. Étonnamment plus petite, plus simple, presque mignonne. Mais ce n'est qu'une apparence. Sa puissance, elle est plus cauchemardesque que jamais. Les terriens désespèrent, le prince des Saiyans, lui, est empli de confiance. Cette fois, il en est certain, il est devenu un Super Saiyan. Frieza tue Dende afin de les empêcher de se soigner à nouveau. Les terriens utilisent l'énergie du désespoir pour foncer sur le tyran. Il est trop fort, trop rapide pour eux, mais Vegeta, lui, parvient à le suivre. Il les aide à ne pas se faire tuer. Il fait face à Frieza et déclare fièrement qu'il est devenu le Super Saiyan qu'il a toujours craint. Sa joie est hélas de courte durée. Frieza n'était pas du tout à fond et révèle une puissance et une vitesse encore bien plus grandes. Frustré, Vegeta envoie une attaque de toutes ses forces. Une attaque susceptible d'atomiser la planète Namek tout entière. Pourtant, Frieza la dévie d'un simple coup de pied. Pour la première fois de sa vie, Vegeta tremble de tous ses membres et ressent de la terreur au plus profond de son cœur. Tout s'effondre autour de lui. Saisi par l'effroi et le désespoir, il ne peut retenir ses larmes. Il perd toute volonté de se battre. Il se fait alors littéralement torturer par Frieza. Piccolo, Krillin et Gohan sont comme paralysés, incapables de faire le moindre geste. Vegeta est à l'agonie quand soudain une présence familière apparaît. Kakaroto. Son aura n'est plus la même, comme s'il avait encore dépassé de nouvelles limites. Serait-il devenu lui un Super Saiyan ? Lorsqu'il voit Kakaroto repousser d'une main les attaques de Frieza, ça ne fait plus aucun doute dans l'esprit de Vegeta. Il éclate de rire et retrouve un instant sa pugnacité. Il toise Frieza. C'est lui le Super Saiyan, le guerrier légendaire que tu as toujours craint. Tu es fini. Piqué au vif, Frieza lance un rayon qui transperce le cœur de Vegeta. Bon, en vrai, Goku, il aurait pu le bloquer là, non ? Hein ? Cette fois, la fin est plus proche que jamais. Il le sait, il le sent. Ce sont ses dernières paroles. Il décide de les adresser à Kakaroto, le dernier Saiyan. Il lui révèle que c'est Frieza qui a détruit la planète Vegeta, qui a tué ses parents et le roi son père. Pour la première fois, il implore, il supplie, il demande à Kakaroto de tuer Frieza. Il doit mourir de la main d'un Saiyan. Puis, il rend son dernier souffle le 24 décembre de l'an 762. Dans ces derniers instants, Vegeta est devenu humble. Il a laissé tomber le masque du prince fier et orgueilleux et a dévoilé ses véritables sentiments. Et confirme ce que nous avions déjà compris à propos de lui. C'est un personnage bien plus profond que ce que sa première apparition laissait entrevoir. Il s'agit là d'une des scènes les plus fortes de tout Dragon Ball, et Dieu sait qu'il y en a des scènes fortes dans Dragon Ball. Dans cette scène, Vegeta ne meurt pas. Non, en réalité, il entre dans la légende. Oui, Dragon Ball, c'est la vie. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais.